Bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire. C'est la 11e année. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va s'arrêter très vite ou ça va continuer encore pour 11 ans. Mais en tout cas, je vous remercie d'être présents et pour certains, d'être fidèles aux premières années de cet Institut du Tout-Monde et de ce séminaire que j'ai commencé, je crois que c'était 2006, avec Édouard Glissant. On le faisait ensemble quand il était là, parce qu'il était aussi de temps en temps absent. Et puis finalement, il a continué, et sur des thématiques qui, comme d'ailleurs il le souhaitait, ne sont pas celles forcément de son œuvre, puisqu'il ne souhaitait surtout pas qu'on travaille, qu'on fasse de l'Institut Tout-Monde une sorte de patrimoine de son œuvre, et ça devait toujours être un lieu nomadique, pas une institution, pas un institut au fond, mais un lieu qui doit se connecter et être en relation avec d'autres lieux. Ce qui sera sans doute le cas d'ailleurs cette année encore pour le séminaire, puisque je vous proposerai quelques liens avec des institutions artistiques qui permettront, à propos de cette question du son, de faire des expériences ou d'assister à des performances sonores liées à cette thématique que je vais vous proposer donc cette année, dont je vais vous exposer les attendus. Alors, j'ai intitulé ce séminaire Cris et chuchotements, mais la question que je pose, c'est celle de l'écoute d'une pensée, c'est-à-dire au fond, l'hypothèse que je voudrais faire avec vous et devant vous, c'est celle d'une sonorité ou d'un bruit ou de bruits ou d'un paysage sonore qui serait celui ou ceux de la pensée. La pensée fait du bruit, mais comment entendre ce bruit ou ces bruits ? La question ne va pas de soi, ou l'hypothèse ne va pas de soi, dans la mesure où, vous le savez, le visuel est le référent majeur de la pensée dans l'histoire de la philosophie occidentale. C'est une affaire connue qui a été déconstruite au XXe siècle, déconstruite par Jacques Derrida, qui a mis en cause l'ocularocentrisme de la philosophie occidentale, le privilège de l'œil, le centre de l'œil, ou quelqu'un comme Martin Jay, qui a écrit un livre très intéressant de ce point de vue-là qui s'appelle Downcast Eyes, et qui est une manière de repérer comment le XXe siècle, à travers l'art, à travers la philosophie, a tenté de destituer l'œil de son privilège majeur pour fonder en quelque sorte, ou penser, ou représenter ce qu'est l'acte de penser. Donc, évidemment, le bien comprendre, du point de vue du visuel, c'est le bien voir, c'est la métaphore dominante de l'idée et de la vue. Mais aussi, en français, eh bien, le verbe entendre a un double sens, qui est le sens de comprendre et d'entendre par les oreilles. Comme un psychanalyste qui dit oui, j'entends bien. Et cette manière un peu de dire oui, je vous entends. Vous n'avez pas besoin de tout me dire, j'ai entendu d'une sorte de pensée de derrière, je comprends ce qui se joue. Bon. Donc, j'entends, joue sur ces deux registres. Alors, comment, du coup, entendre la pensée à partir d'une écoute ? Comment accéder à la compréhension, une compréhension différente de l'intelligibilité explicite ? Alors, mes suggestions, et je vais reprendre le fil un petit peu de ma recherche ou de mes propositions, commencées il y a déjà plusieurs années. Mes suggestions pour entendre ou écouter la pensée, c'est d'abord d'écouter la musique, on pourrait dire, des penseurs, et notamment des penseurs qui ont eu affaire expressément à la musique, des penseurs musiciens. Non pas par métaphore, où on dirait, par exemple, on va écouter la petite musique d'un tel, ou la musique de pensée de tel un tel. Mais c'est plutôt ici pour mettre en rapport, ça a été en tout cas dans mon travail, pour mettre en rapport leur pratique musicale. Pratique musicale, c'est aussi bien écouter de la musique que jouer de la musique, avec leur discours. Soit un rapport harmonieux pour des penseurs tels que Rousseau, tels qu'Adorno, tels que Jankélévitch, ou un rapport discordant
avec, par exemple, les contretemps de Sartre, anti-romantique déclaré, mais qui adorait Chopin, ou de Nietzsche qui avait besoin d'un contrepoison à son admiration pour Wagner, ou de Barthes qui, dans sa pratique musicale, finalement abandonnait, délaissait la sémiologie dont il était le spécialiste mondial. C'est un écart perceptible, écoutable dans leur musique, leur goût, leur pratique, contraire à leur discours sur la musique et qui permet d'entendre une contradiction à l'œuvre dans leur philosophie. C'est-à-dire c'est une clé d'accès à une contradiction interne à leur pensée. Quelle est la conséquence méthodologique de cette écoute ? Eh bien, la conséquence, c'est en fait une incitation à ne pas se fier aux affirmations des penseurs et à tenter d'écouter une autre voix que celle de l'autorité. L'autorité au sens d'un auteur, quelqu'un qui pense affirmer et être maître de ce qu'il affirme. Donc, ce que je propose, c'est une écoute non signifiante, qui met entre parenthèses le sens et tente d'accéder, d'entendre la fabrique psychique des pensées. Écouter cet investissement perceptible, par exemple, dans la voix physique du penseur, dans sa manière de s'adresser à un auditoire ou à un lectorat, lorsqu'il prend le registre de l'orateur, du professeur, de l'affirmateur. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des standards oratoires qui expliquent ces modalités d'énonciation. On ne s'adresse pas à un public, à un lectorat, de manière tout à fait originale, on respecte des codes. Et donc, du coup, on pourrait dire, ah non, on n'entend pas une voix singulière, puisqu'on entend là la manière d'articuler une pensée, et tout le monde use d'une certaine rhétorique commune. Bon. C'est-à-dire des codes qui sont la vitesse du discours, des pauses, ou une hausse du volume, ou bien la mise en valeur de certains mots, ou bien la tessiture qui va vers le grave, par exemple. Tout ça sont des effets rhétoriques qui sont communs à la plupart des penseurs et des orateurs. Mais il y a aussi des phénomènes singuliers qui personnalisent la performance oratoire, et c'est souvent d'ailleurs dans le déchet qu'on y accède. Par exemple, une toux ou un bégaiement, un lapsus, un passage inattendu tout d'un coup à l'aigu, une diminution de volume, une excitation soudaine, et puis aussi un accent. Là encore, l'accent, on pourrait dire, il y a un mélange de vocalité héritée, selon le milieu, l'éducation, et de subjectivité, car le rapport de chacun à son accent suppose bien des aménagements psychiques, des accommodements avec la langue, qu'on appelle maternelle, avec les voix de l'origine. Il y a donc, c'est une des premières suggestions que je voudrais faire aujourd'hui, plusieurs voix dans une voix. Des voix mortes, comme dit Beckett, des échos, des éclats de voix, des spectres, des murmures, des cris et des chuchotements. Et ce sont les excès ou les défauts de voix qui permettent de repérer ces voix multiples et d'entendre les tensions psychiques des parleurs. Des affirmateurs, comme le sont les philosophes. Même s'ils ne diront jamais qu'ils sont des affirmateurs, ils ne cessent d'affirmer. Pour entendre ces phénomènes, il faut interroger à l'oral et à l'écrit les tics de la philosophie. Les tics de la philosophie comme le fétichisme des concepts, l'obsession à vouloir démontrer une idée, la répétition d'un argument, le volume, ça peut être le nombre de livres, le volume donné à une démonstration. Cette autre approche de la philosophie, je l'appelle écoute seconde. C'est ce que j'ai travaillé dans mon dernier livre, Le génie du mensonge. Nous pouvons donc passer désormais de la musique au son et du son au bruit. Il ne s'agit plus donc d'analyser ce que certains critiques appelleraient la petite musique d'un auteur pour désigner son style, mais d'accéder à des mondes sonores. Et c'est là que la notion de paysage sonore nous est utile de ce point de vue. Cette notion de paysage sonore, certains d'entre vous sans doute la connaissent, elle a été proposée par un compositeur canadien qui est Murray Schafer
en 1977. Cette notion, qu'on appelle aussi soundscape, vise à destituer le modèle musical pour lui substituer l'idée que des environnements acoustiques, des composés de bruit, peuvent constituer des mondes, paysages. Des bruits de la nature, ça serait aussi bien sûr à discuter, qu'est-ce que c'est qu'un bruit naturel? Bon, mais on en rediscutera peut-être. Des bruits de la nature, bien que ces bruits ne soient pas composés intentionnellement pour créer une musique, pour créer une pièce sonore, se combinent et peuvent devenir pour un auditeur des ensembles cohérents d'un point de vue acoustique. Schaeffer propose une définition physico-acoustique du paysage sonore, mais je crois que nous pouvons étendre sa notion à des environnements a priori non sonores, comme par exemple non sonores d'un point de vue acoustique, comme un texte. Entendre les sons dans un texte, ce n'est pas seulement repérer les motifs ou les référents à un son dans un texte, qui ferait que tout d'un coup, un auteur dit mettons que je tape sur le verre. Voilà. Non, ce n'est pas ici une référence, mais il y a des sons qui parcourent un texte et qui ne sont pas définis d'emblée comme des motifs sonores. Ce ne sont pas des sons non plus de mots, comme on pourrait dire par exemple dans un texte poétique, on entend. Donc c'est abonie, bibelot, d'inanité sonore. Non, il s'agit d'accéder à un monde sonore dans lequel des voix enchevêtrées, se font entendre, et souvent à l'insu de l'écrivain ou du penseur. Alors, je partirai aujourd'hui, ce sera cette première séquence, de la voix, car il y a plusieurs types de paysages sonores dans un texte, qui ne relèvent pas seulement d'ailleurs de la vocalité, mais il y a plusieurs types de paysages sonores dans cette voix textuelle. Je m'expliquerai peut-être sur ces mots voix textuelle, et qu'on peut essayer d'entendre dans un texte. Les études sur la voix, je voudrais quand même le rappeler, sont nouvelles grâce aux enregistrements qui permettent d'entendre telle conférence, tel séminaire, telle allocution d'un penseur ou d'un écrivain. Penseur ou écrivain, d'ailleurs, cette distinction, il faudra la faire sauter parce que tout penseur, on sait bien, est un écrivain, bon ou mauvais. Mais par exemple, il y a eu un livre de Jéglé sur la voix de Deleuze, et puis les diffusions récentes des voix de Barthes, Foucault en DVD témoignent qu'il y a un intérêt du public pour entendre la pensée, mais dite, oralement. Je recevrai d'ailleurs dans ce séminaire David Christoffel, qui a fait un important travail à l'IRCAM sur la voix de Foucault. Bon. Mais plus généralement, les voix de Sartre, de Beauvoir, Lacan, Kristeva, Jean Kelevitch, Glissant et bien d'autres sont accessibles maintenant sur Internet. Il n'est plus nécessaire de faire une démarche, une demande compliquée à l'INA pour avoir accès à ces voix-là. Et je crois que ces voix permettent un autre accès à la pensée, plus seulement textuel. N'oublions pas quand même que la philosophie a commencé par l'oralité. Socrate n'a jamais rien écrit. Et Platon, d'ailleurs, n'était pas forcément le meilleur magnétophone enregistreur de Socrate. Donc, plutôt que de montrer la cohérence sonore d'une voix de penseur, qu'on pourrait appeler voix pensive, je dis voix pensive parce que ça permet d'inclure le féminin aussi dans le mot et la fonction, je m'intéresserai aux discords, aux désaccords, aux dissonances d'un auteur dans la voix même. Auteur, donc celui ou celle qui exerce une position d'autorité, c'est-à-dire qui signe ses textes, qui les réunit par une signature. Alors certes, on peut aimer une voix et tout d'un coup dire « Ah oui, je le reconnais, c'est tout à fait lui ou c'est tout à fait elle, c'est sa voix. » Dire la voix de Jean Kelevitch, elle est reconnaissable entre toutes, ou la voix de Gide, si théâtrale, et dire que, au fond, on a une sorte de monde gidien qui se révèle dans sa voix. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas au fond d'identifier une unité ou une harmonie sonore ou une personnalité sonore, ce n'est donc pas de la comparer à une musique, mais d'entendre en elle une tension et d'atteindre grâce à cette tension un nœud psychique dans la pensée, à l'œuvre, dans l'écriture même de la pensée, pas seulement à l'oral mais aussi à l'écrit. Je vais partir d'un exemple, je ne vais pas continuer à parler abstraitement comme ça, il y en a plusieurs, d'un auteur mal à l'aise avec sa voix, et qui pourtant fut un grand parleur.
Je pourrais prendre en ce lieu Édouard Glissant, qui n'aimait pas sa voix, qu'il trouvait beaucoup trop aiguë. Mais je commencerai plutôt par Derrida. Ou plutôt, je partirai d'un dialogue entre Derrida et Glissant à propos de la langue, et dans lequel surgit de manière inopinée le sujet de la voix. Ce dialogue a commencé en 92, lorsque Édouard Glissant enseignait à LSU, donc à Louisiana State University. C'était donc en Louisiane, à Bâton Rouge. Et lors d'une conférence qui s'appelait Echoes from Elsewhere, donc écho de venant de quelque part ailleurs, et une conférence à laquelle étaient invités principalement comme invité d'honneur Jacques Derrida et puis Abdelkébir Khatibi, qui dialogue donc avec Édouard Glissant à propos du multilinguisme. Donc question sérieuse, la langue, on n'est pas dans la voix, on n'est pas dans l'accent, on est dans la langue. Le premier, Abdelkébir Khatibi, est un écrivain et sociologue marocain connu pour ses livres sur le bilinguisme. Le deuxième, inutile de le présenter, je crois, Derrida, mais si ce n'est qu'il faut peut-être rappeler qu'il est né en Algérie. Et c'est une complicité entre, je dirais, deux personnalités de Méditerranée, Khatibi et Derrida, qui va les unir dans leur discussion du moins avec Glissant. Dans leur discussion, en effet, cette histoire de la langue française parlée au Maghreb nourrit de leurs discours qui sont pleins de souvenirs quasi charnels des entrelacs linguistiques entre les cultures et les langues. Mais Derrida, dans cette conférence, exerce un pas de côté qui perturbe les repères de la discussion en questionnant la langue, la notion même de langue maternelle. Le philosophe Derrida a passé son enfance au milieu des langues, le français, mais aussi l'arabe, le berbère et l'hébreu. Sa citoyenneté française a été, je vous rappelle cette anecdote, je ne sais pas si c'est simplement une anecdote, mais sa citoyenneté française a été suspendue au décret de la métropole qui a donné la nationalité aux Juifs d'Algérie par le décret Crémieux, puis ensuite leur a retiré cette nationalité, cette citoyenneté, pendant l'occupation. C'est tout le statut ambigu des Juifs au Maghreb, c'est-à-dire de ceux qui, au fond, étaient présents au Maghreb bien avant la colonisation française et même souvent, et bien souvent, avant la colonisation arabe. Et qui ont une identité donc qui ne cesse de bouger par rapport aux Berbères, par rapport aux Kabyles, je veux dire, et par rapport aux Arabes, par rapport aux Français. Et dans cette ambiguïté du rapport de la langue à la langue de Jacques Derrida, où se mêle le souci de la réussite scolaire dans le français, mais aussi la conscience aussi de la domination coloniale, Derrida propose cette formule « Je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne ». Phrase qui est devenue un peu fameuse pour les Derridiens, « Je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne ». C'est une forme de paradoxe. Et il se lance dans une longue méditation qu'il feint d'improviser, parce que Derrida feignait toujours d'improviser, mais tout était parfaitement écrit, sur l'impureté et l'impropriété de tout idiome. Et il cite à ce moment-là le discours antillais de Glissant, la poétique de la relation, et souligne sa proximité avec les thèses d'Édouard, donc sur la relation complexe à la langue française, chez ceux qui l'ont acquise sur le mode de la domestication. Il faut parler français, le bon français, et pas une autre langue. Et Derrida, à partir de là, a publié un livre fameux, un livre important, qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », qui est issu de ces échanges. Le texte de Derrida commence par une citation en exergue de Glissant, qui parle justement de la domestication par la langue française, à propos de l'intégration du parleur dans une langue propre, prestigieuse, la langue française, supposée permettre d'accéder à un universel et d'arracher le parleur à son parler régional, son patois, son dialecte. La question de la langue domestique, c'est-à-dire celle de la maison, celle aussi qui dresse, quand on dit domestiquer, est abordée à travers l'écriture.
Et Derrida suggère que l'écriture est peut-être un mode d'appropriation de cette langue dominante imposée, parce que écrire, c'est un moyen d'imprimer une singularité et de modifier le cours de la langue. Mais la question de la parole, c'est celle qui m'intéresse là, du parler surgit à travers ce qui singularise autrement la langue dominante, c'est l'accent. Et là, c'est tout à fait étonnant parce que c'est au débeauté, au détour de cette réflexion sur l'impropriété de toute langue, que surgit la question de l'accent, parler avec un accent. Et cette affaire de l'accent n'est quasiment, d'ailleurs je dirais, jamais abordée sérieusement, ni philosophiquement lorsqu'on traite de la langue et du langage. Ça semble être, je ne sais pas comment dire, au fond, l'accent c'est secondaire, c'est superficiel, c'est un accident. Hein. Derrida ne l'aborde pas d'ailleurs d'un point de vue philosophique, mais plutôt en livrant, oui, une sorte de petite confession, qui pourrait être celle de tous les parleurs face à la correction du parler majoritaire. Est-ce que je parle avec un bon accent, un mauvais accent? Est-ce qu'on entend encore mon accent? Comme si, au fond, il y avait une possibilité d'échapper à l'accent et qui serait la neutralité idéale. La domination d'un accent de référence, qui est très sensible donc chez ceux qui vivent dans pays, entre guillemets, dominés, les élèves, mais on pourrait dire ça de tous les élèves, par exemple, provinciaux qui viennent étudier à Paris et qui trahissent leurs origines régionales par leur accent. C'est une question sociologique, politique, que celle de la répression de l'accent, issue de l'interdiction des langues dites régionales depuis le XIXe siècle et de cette école républicaine de Jules Ferry, l'interdiction du breton, de l'occitan, du corse, du créole, mais une interdiction qui donc passe par des punitions, on punit, on tape avec la règle sur les doigts des enfants qui parlent à l'école une autre langue que le français hexagonal. Bourdieu, d'ailleurs, je parle de sociologie, l'évoque dans ce merveilleux petit livre qui s'appelle « Esquisse pour une auto-analyse », et où il évoque justement le fait d'être fils de facteur du Sud-Ouest. Hein. L'accent du Sud-Ouest déclasse l'élève dans le groupe des bons parleurs. Et il avoue que quand il arrive à Paris et quand il veut entrer à l'école normale supérieure, il travaille à gommer son accent béarnais, qui le déclasse. L'accent étant une sorte de spectre qui hante le parleur dans la parole majoritaire. L'a-t-il gardé? Les autres entendent-ils cet accent encore? Et c'est intéressant de voir comme ça hante quelqu'un qui pourtant, objectivement, n'a pas gardé un accent. Je me souviens dans un séminaire, c'était il y a 1 an ou 2, Julia Kristeva, disant mais oui, mais moi vous entendez bien, j'ai conservé un accent bulgare. Alors, à moins que ça soit audible par les Bulgares, mais c'est peu perceptible. Et on voit bien que donc il y a une espèce de spectre de la langue originelle, de l'accent originel, qui viendrait dévoiler, révéler donc une origine étrangère. Une sorte de surmoi qui veillerait continuellement à la correction de l'accent et qui signalerait au fond une discontinuité des paysages sonores, je le dirais comme ça, qui sont des paysages naturels et culturels à la fois entre le lieu d'origine et le monde idéal qui se découvre dans une langue et un accent autre. D'ailleurs, quand Derrida dit qu'il découvre la France comme le glissant de la même façon, à travers sa littérature, la littérature française, c'est intéressant aussi de comprendre comment un Français d'Algérie, tel que Derrida, ou un Français de Martinique, tel que Glissant, eh bien, découvre ces paysages, mais avec des paysages sonores qui ne sont pas les leurs. Glissant l'explique dans Soleil de la conscience, un de ses premiers livres. Voilà, il lit. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui n'a jamais vu, senti la neige que de lire un livre où il est question de la neige qui tombe, et du bruit ouaté de la neige qui tombe sur Paris, par exemple. Qui ne connaît pas le climat tempéré, qui ne connaît pas les forêts de sapins, qui ne connaît pas les fleuves, qui ne connaît pas ces paysages sonores aussi, qui ne sont pas seulement les sons acoustiques des milieux physiques, mais aussi ceux de la langue qui dit ses réalités. Et qui est, je cite Derrida, on entrait dans la langue française
on entrait N' dans la langue française qu'en perdant son accent. Il fallait perdre son accent pour entrer vraiment dans la langue française. Une même langue, certes le français, mais avec un accent différent, correspond donc à des paysages sonores différents. Parler et lire une langue, c'était accessible à tous, mais pas avec les mêmes oreilles. D'où le rapport complexe du lecteur-parleur à son propre accent, comme si pour accéder à ces nouveaux paysages sonores, pour lire le français de cette littérature française, il fallait entendre différemment les mots et les phrases, comme s'il fallait les parler avec un autre accent. Et cette rupture de paysage vaut aussi pour la langue abstraite, je crois, c'est en tout cas ce que j'essaierai de montrer cette année, celle de la philosophie, même si elle semble moins incarnée que la littéraire, qui est plus pétrie d'imaginaire. D'où la volonté pour philosopher de faire disparaître l'accent régional originel, d'autant plus que la langue de la philosophie se veut abstraite et dégagée de tout paysage sensuel, sensible, je veux dire. Pour Derrida, c'est l'écriture, donc je disais, qui permet de gommer l'accent, du moins c'est ce qu'il espère. Je vous lis un extrait de ce passage tout à fait étonnant du monolinguisme de l'autre, où Derrida confesse, je pourrais dire comme ça. Je crois n'avoir pas perdu mon accent, pas tout perdu de mon accent de français d'Algérie. L'intonation en est plus apparente dans certaines situations pragmatiques, la colère ou l'exclamation en milieu familial ou familier, plus souvent en privé qu'en public. Et c'est au fond un critère assez fiable pour l'expérience de cette étrange et précaire distinction. Mais je crois pouvoir espérer, j'aimerais tant qu'aucune publication ne laisse rien paraître de mon français d'Algérie. Je ne crois pas pour l'instant, et jusqu'à démonstration du contraire, qu'on puisse déceler à la lecture, et si je ne le déclare pas moi-même, que je suis français d'Algérie. De la nécessité de cette transformation vigilante, je garde sans doute une sorte de réflexe acquis. Je n'en suis pas fier, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est ainsi. Écoutez bien. L'accent, quelque accent français que ce soit, et avant tout le fort accent méridional, me paraît incompatible avec la dignité intellectuelle d'une parole publique. Inadmissible, n'est-ce pas? Je l'avoue. Incompatible a fortiori avec la vocation d'une parole poétique. Avoir entendu René Char, par exemple, lire lui-même ses aphorismes sentencieux avec un accent qui me parut à la fois comique et obscène, la trahison d'une vérité, cela n'a pas peu fait pour ruiner une admiration de jeunesse. Voilà. En même temps, c'est courageux de l'avouer, parce que, voilà, au fond, peut-être que certains auraient ce réflexe de dire « Oh là là, c'est trop drôle d'entendre un tel avec cet accent de, je sais pas, de Toulouse ou de Marseille, etc. C'est pas sérieux, hein, ça ne peut pas être un vrai philosophe. » Bon. Et Derrida le reconnaît, parce que derrière, il y a tout le surmoi qu'il a subi lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fond, il reproduit cette domestication et ce surmoi et cette hiérarchie, hein, des accents. Contradiction donc de Derrida, dont toute la philosophie, la déconstruction, a contesté justement la notion de propre, de pureté, et qui ne supporte pas une langue qui ne soit pas parlée et écrite de la manière la plus pure, alors même qu'il n'existe pas de pureté de la langue, et que les linguistes, de toute façon eux-mêmes, démontrent aisément que la langue française est composée d'une multitude de langues et que l'on n'entend plus ces accents et ces origines régionales parce que la langue a été codifiée, rigidifiée. Ce goût de la langue pure est souvent partagé d'ailleurs par les parleurs qui sont en position d'extériorité, d'hétérogénéité et qui veulent être, un peu comme ça, plus royalistes que le roi. Je parle encore mieux français que vous, moi qui pourtant ne suis pas d'une origine française qui remonterait à je ne sais combien de générations. Écrire, donc, écrire, et non pas parler, serait trouver un ton, donner un ton, et Derrida le dit ainsi, un petit peu plus loin, juste après, sur cette manière de poser une sorte d'écluse, hein, éviter que le flot de la langue régionale, tout d'un coup, déborde. Je lis quand même le petit passage, je n'ai pas la peine de le sauter, pour enchaîner. C'est un goût prononcé pour une certaine prononciation, la pureté. Je n'ai cessé d'apprendre, surtout en enseignant,
à parler bas, ce qui fut difficile pour un pied noir. Et surtout dans ma famille, mes affaires que ce parler bas laissa paraître la retenue de ce qui est ainsi retenu, à peine, à grand-peine, contenu par l'écluse, une écluse précaire et qui laisse appréhender la catastrophe. À chaque passage, le pire peut arriver. J'ai été le premier à avoir peur de ma voix, comme si elle n'était pas la mienne, et à la contester, voire à la détester. Si j'ai toujours tremblé devant ce que je pourrais dire, ce fut à cause du ton, au fond, et non du fond. Et ce que, obscurément comme malgré moi, je cherche à imprimer, le donnant ou le prêtant aux autres, comme à moi-même, à moi comme à l'autre, c'est peut-être un ton. Tout se met en demeure d'une intonation. Le ton, c'est essentiel. Et ce n'est pas simplement le ton que je vais donner à un discours oralement. C'est quelque chose de beaucoup plus essentiel, et même dans l'écriture. C'est ça qui est intéressant. Et je vous rappelle que Derrida a écrit sur le ton, d'un ton naguère apocalyptique, d'un ton apocalyptique employé naguère en philosophie, qui était une référence à un petit texte de Kant, de préface de Kant à la critique, qui parle du ton guerrier, naguère employé en philosophie. Donc le ton, ce n'est pas une intonation accessoire ou subjective ou ornementale, ni même rhétorique. Le ton engage la définition de la philosophie même. Je vous ferai entendre, je ne fais pas entendre la voix de Derrida, ni la voix de Glissant, parce que ce dont il est question ici, c'est du rapport subjectif, du rapport propre à sa voix. Et non pas d'une question objective. Je ne vais pas vous faire entendre la voix de Derrida en disant « Est-ce que vous entendez cet accent qu'il a gardé ou Glissant voilà. Non. En revanche, je vous fais entendre d'autres voix et qui mettent en question le ton de la philosophie même. Montaigne, dans les Essais, écrit en français vulgaire et non plus en latin. Et il engage une autre intonation, évidemment, de la philosophie, même si nous n'avons pas d'enregistrement de sa voix. Mais ces essais donnent un ton sénolier qui oriente radicalement différemment la philosophie par rapport à son origine ou ses soubassements scolastiques. Le choix d'un ton, le choix d'un rythme sont des phénomènes sonores, bien qu'ils soient écrits. Je cite encore Derrida, une dernière fois, pour dire « L'accent signale un corps à corps avec la langue en général. Il dit plus que l'accentuation, sa symptomatologie envahit l'écriture. Je répète, sa symptomatologie envahit l'écriture. C'est-à-dire que c'est au fond, dans l'écriture même, dans l'écriture et dans la textualité, que l'on va pouvoir essayer de repérer cette accentuation. Qu'est-ce que c'est donc que ce ton qui est au-delà de l'intonation, cette accentuation qui va au-delà des accents? Qu'est-ce que c'est qu'un accent? Je vais faire quelques rappels linguistiques avant de l'aborder d'une autre manière. Un accent, c'est un mode de diction qui est marqué par un débit, c'est la vitesse, le rythme, par une prononciation, une façon d'articuler, une intonation qui procède par hauteur et par intensité, et une prosodie, c'est l'inflexion, c'est la modulation. Voilà tous les traits qui permettent de définir une accentuation. Mais pour répondre à ça, pour savoir ce que c'est qu'un ton, qui est plus qu'une affaire linguistique, il faut revenir à la question de la voix et à un problème de définition, car ce mot de voix est employé souvent de manière métaphorique. Il y a la voix, la vocalité physique, et par métaphore, on dit, par exemple, la voix grammaticale, comme on dit la voix passive ou la voix active, ou on dit la voix de Proust, ou la voix de Gide, comme pour comparer au style. Mais ça, c'est une métaphore. Quel rapport y a-t-il, au fond, entre la voix physique d'un écrivain ou penseur et sa voix d'écriture? C'est la question. Difficile, mais je vais tenter quelques hypothèses. Parce qu'évidemment, on ne va pas identifier une voix par son origine. On ne va pas dire que, sous prétexte qu'un philosophe a une voix avec un accent alsacien, que sa philosophie est alsacienne. Ce serait évidemment ridicule. Bon, il faut peut-être partir de la question de l'oralité aussi, de l'oralité.
est-ce qu'on entend parler dans l'écriture? Est-ce que par exemple aussi quand on lit un texte, on l'entend? Est-ce qu'on entend parler? Est-ce qu'on s'entend parler? Est-ce qu'on entend imaginairement une voix qui nous parle? La littérature a le souci de faire entendre des voix, par des procédés comme le dialogue, par le style indirect libre, mais il ne s'agit pas de transcription, il s'agit plutôt de l'invention d'une écriture parlée, et non pas d'une voix transcrite. Sans doute le plus bel exemple, c'est Céline. Céline qui oranise énormément, pourtant personne ne parlerait comme il écrit. Il invente plutôt une écriture oralisée. C'est une voix, mais qui est différente de la voix physique. Dans la philosophie aussi, il y a de l'oralité. Déjà parce qu'il y a des dialogues philosophiques, ceux de Socrate, ceux de Diderot, mais ce n'est pas la voix intime. On peut repérer une polyphonie des voix. Chez Kierkegaard, par exemple, c'est manifeste. Avec ses multiples voix, on ne sait jamais trop lui-même où il parle, dans la voix du séducteur ou dans la voix du moralisateur ou dans la voix du pasteur, dans ces multiples pseudonymes ou hétéronymes qu'il a inventés pour présenter ses thèses contradictoires. Au fond, ma question, et ma première proposition, la question c'est comment lire un texte philosophique avec des oreilles? Et comment rejeter cet argument de la voix neutre, celle du concept, qui relève d'un déni, qui relève du refoulement de la voix, l'argument selon lequel un texte n'aurait pas de voix. On ne veut pas entendre en quelque sorte la voix qui parle ou les voix qui parlent à travers un texte. La voix pensive. Certes, la lecture philosophique peut revendiquer cette surdité, je ne la conteste pas. Le fait de ne pas entendre un sujet parlant et de se limiter à entendre, au sens de la compréhension, une rationalité universelle. Mais qu'est-ce que c'est qu'entendre, écouter un texte? Quand on lit, donc, qu'est-ce qu'on entend? Encore une fois, je ne veux pas proposer une lecture poétique des textes philosophiques, ni même une stylistique telle qu'elle peut être menée par certains qui s'intéressent à l'écriture de la pensée. Je voudrais plutôt suggérer une réalité sonore et l'aborder pour commencer, aujourd'hui, je le ferai autrement par les bruits, mais aujourd'hui par la voix. On dit parfois d'un penseur mort, que sa voix nous manque. On dit souvent, on entend, la voix de Sartre nous manque, ou la voix de Camus nous manque. Mais en fait, c'est pour évoquer le contenu, le message véhiculé par cette voix, la voix politique ou morale. Pourtant, il y a bien ce qu'on peut appeler un grain de la voix qui est associé à cette figure de penseur qui s'est incarnée. Parce que la voix, c'est le corps de la pensée. Barthes a écrit sur le grain de la voix et il l'a défini ainsi. Le grain, c'est le corps dans la voix qui chante, dans la main qui écrit, dans le membre qui exécute. Donc, ce n'est pas simplement le grain d'un chanteur, c'est aussi donc, l'écriture elle-même qui supporte, qui transporte, transforme aussi le grain d'une voix. Je ne vais pas suivre ici Barthes dans cette question du corps, qui est complexe, mais simplement maintenir l'idée d'une physicalité, d'une physique, d'une acoustique, à laquelle on accède qu'en se déplaçant hors des normes de la signification ou de la culture. C'est-à-dire qu'il faut, pour écouter les oreilles, il faut aussi se boucher les oreilles. Pour écouter avec les oreilles, il faut aussi être sourd à la signification, oublier le sens, entendre à partir d'une écoute seconde. Entendre, on pourrait le dire comme ça, comme une musique, même s'il ne faut pas l'écouter comme une musique. C'est l'obsession et la frayeur de tous les philosophes occidentaux, c'est qu'on risque, mais aussi des religieux, des théologiens, c'est qu'on risque d'entendre un discours comme une musique. Ça veut dire, hop, le son ou la musique a pris le pas sur le sens. Et ça, c'est la catastrophe. C'est pour ça que les théologiens étaient effrayés par la polyphonie et voulaient rester à la monodie pour qu'on ne se perde pas à la messe dans le plaisir de l'écoute des voix, surtout de ne pas entendre les voix, entendre le sens. Mais quand Platon évoque l'enseignement de la musique dans les lois, il ne dit pas autre chose. Attention, attention au cœur, il faut le plein chant, il faut que tout le monde chante sur le même ton. Bon. On peut repérer ça, cette obsession, cette peur que le discours philosophique se perde et devienne comme un chant d'oiseau. Ça, le chant d'oiseau, c'est le degré zéro du sens, né de Platon jusqu'à Hegel. On repère cette formule. Bon, mais je continue. Donc, il faut se boucher les oreilles au sens,
mais entendre d'une autre écoute, une écoute seconde. Écouter les voix, les distinguer, repérer ce qui fait la singularité d'une voix. Alors là, pour le coup, j'ai fait un petit pot pourri. Je ne vais pas l'étudier franchement, ce pot pourri. Je voudrais faire entendre quelques voix, quelques extraits de voix pensives, des voix pensives, pour qu'on accède justement à ces mondes sonores, à ces paysages sonores. C'est que notre femme, c'est une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. On peut dire au plus, et ce que tout le monde sent quand on entend de la musique, c'est que la musique est traversée par une espèce de vecteur d'abolition. Un vecteur d'abolition sonore, comme s'il s'agissait pour la musique, comme si elle était pleinement compris dans la musique. Le vœu et le mouvement de s'éteindre, et sans doute de nous éteindre avec elle. Dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt, nämlich zwischen dem Menschen insofern er ein Philosophierendes. Là donc, l'idée était une espèce de moralisme, et à partir du moment où on s'est engagé, ce moralisme est réduit en plus au nom d'un réalisme, c'est-à-dire le réalisme politique de certains communistes, un très grand communiste, monter la chose, c'est super. Et là, à ce moment-là, je considère à partir de son efficacité, et pas de la haine qui serait morale, qui serait candidat. Mais il est certain que ça m'a plutôt embêté, ça m'a plutôt gêné. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, c'est ce que nous appellerons comme un accord, si vous voulez bien, l'être parlant, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas? C'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. L'expression de plaisir, et surtout le plaisir du texte, est sinon ambigu, disons incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup, et réciproquement, et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. Ja, diese letzte Ethik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus, das heißt des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Donc voilà, c'est à la mode, paraît-il, ce n'est pas une raison pour s'y intéresser, et même, c'est au contraire une raison de ne pas s'y intéresser, car personnellement, je ne m'intéresse à rien de ce qui est à la mode.
dans l'importance attribuée à l'angoisse aujourd'hui par nos contemporains, je ne vois rien d'autre que frivolité, sujet de conversation et canégat littéraire. Ce nouveau mal du siècle, ce nouveau mal du nouveau siècle se distingue du précédent, celui du XIXe siècle, par son insupportable taux doctoral et par cette espèce de pédantisme métaphysique qui est venu d'Allemagne, s'est abattu depuis la guerre sur le théâtre, le roman et même l'intéressant du sexuel de nos contemporains. Bon, on va s'arrêter là. Je termine par Jean Kelevitch, même si ce n'est pas un bon choix, parce que je crois qu'on l'écoute trop volontiers, trop facilement. Enfin, on est trop sensible au sens, parce qu'il a un mode d'élocution. Il a un succès énorme dans ses cours pour attirer justement un auditoire qui était très sensible à sa théâtralisation. Mais je termine par lui parce qu'il est question ici du ton. Hein. Ce que met en cause Jean Kelevitch, c'est juste après, je l'ai mis juste après l'extrait de la voix de Heidegger, c'est justement l'angoisse métaphysique telle que l'a analysée Heidegger. Et ce qu'il met en cause, c'est pas simplement sa réflexion ontologique sur l'angoisse comme souci, accès à l'être, mais un ton métaphysique, un ton allemand. Le ton qui est plus que la tonalité, c'est-à-dire une manière, un esprit de sérieux, une technicité aussi du langage philosophique, une illusion de profondeur, j'emploie le terme de Wittgenstein, hein, les fausses profondeurs, une autorité qui en impose aux auditeurs et aux lecteurs, une tricherie aussi, puisque, bon, je ne vais pas continuer, mais il explique que ceux qui écrivent sur l'angoisse sont rarement des angoissés, et donc que le maître parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est donc une sorte de génie qu'il met en cause, pas avec beaucoup d'habileté, mais il en parle avec d'autant plus d'énergie, ce maître affirmatif, que sa vie est éloignée de ce qu'il a vécu et de ce qu'il professe. Jean Kelevitch, évidemment, emploie ici un autre ton, un ton théâtral, un ton de jeu. N'oublions pas que c'est lui qui a écrit aussi ce livre, je ne sais quoi et presque rien, dans lequel il y a ce volume sur la manière et l'occasion. Tout est une question de manière et d'occasion, référence aussi à Balthazar Gracian, à une autre philosophie que la philosophie allemande. Il y aura beaucoup à dire, parce qu'évidemment, on connaît l'anti-germanisme de Jean Kelevitch juste après-guerre, et la mise en cause de tous ceux qui ont étudié Heidegger, etc., qui, au fond, ont continué à faire de la philosophie allemande pendant la guerre. Mais c'est une autre affaire. Une affaire sérieuse ici, à prendre au sérieux, c'est bien le fait qu'il met en cause un certain ton, comme par exemple Méchonic a écrit un livre très violent pour parler du ton heideggerien dans la philosophie française, où il reprend toute la philosophie française depuis l'après-guerre et il montre la manière de mimer un ton, pas simplement des pensées, mais il y a un style, un rythme. Georges Arthur Schmitt aussi a mis en cause toute une manière de parler dans le texte même de Heidegger qui fait sa séduction. Donc, bon, il ne s'agit pas pour moi du tout de m'engager dans ce débat-là, mais simplement de pointer le fait qu'effectivement, philosopher, c'est aussi adopter un certain ton. Et qu'on choisit de philosopher d'une certaine manière en reprenant un certain ton, en adoptant aussi un certain ton. Alors, évidemment, il est plus facile d'analyser la texture sonore d'une voix lorsque on oublie le discours. C'est pour ça que je vous ai dit, je termine par Jean Kelevitch, mais je pense que justement, lorsque on entend une langue qui ne nous est pas forcément familière, c'est pour ça que j'ai choisi deux extraits, un extrait de Hannah Arendt et un extrait de Heidegger. Bon, certains connaissent l'allemand, mais si on l'entend bien, on est davantage sensible, ou comme l'extrait de ce que j'ai pris de Sartre. Sartre, bon, l'enregistrement est mauvais, il n'articule pas très très bien. Je ferai sans doute un travail sur la parole de Sartre, parce que j'ai une soixantaine d'heures d'enregistrement inédits sur lesquels j'aimerais travailler, mais on verra ça plus tard. Simplement, si j'ai pris ça, c'est parce qu'on entend comment Sartre va tout d'un coup accentuer
certains mots concepts, hein, le réalisme, hein, ou bien les articulations. Hein, au fond, certains qui vont mettre en valeur l'aspect rhétorique, le parce que, hein, étant donné que. Hein, et ce ton-là est repérable aussi dans l'écriture. Donc il faut fermer encore une fois les oreilles à la signification pour accéder à cette espèce de signifiance seconde. Ça a fait sourire, j'ai vu l'extrait de Lacan, hein, parce que dans l'extrait de Lacan, le souffle joue une importance énorme. Le silence ou le souffle. Alors évidemment, le souffle, c'est difficile à entendre à l'écrit, et encore, il faudrait voir. Mais, vous voyez, un extrait comme ça, aujourd'hui, vous savez, à la radio, il y a des logiciels qui nettoient, comme on dit, les voix. Hein. C'est-à-dire que ça enlève tous les silences, justement, les bégaiements. Alors que là, au fond, c'est très important. Hein. Ça nous fait sourire, mais ça fait partie de l'exposé de Lacan, et qui, justement, donne cette allure à ces mots, renforce l'être parlant, cette manière maladroite de tordre la langue, mais d'exciper de la langue en quelque sorte des mots concepts redondants. Et je crois que c'est très important d'entendre justement ce ton pour comprendre comment la pensée se forge. Parce qu'elle se forge là. Hein. Ce n'est pas simplement une expression. Ce n'est pas l'expression d'une pensée qui serait toute faite et qui tout d'un coup va se dire par une voix. Hein. C'est la voix elle-même qui façonne aussi cette pensée. Le souffle, vous avez entendu aussi le souffle de Deleuze, qui n'a rien à voir avec le souffle de Lacan. Le souffle de Lacan, il impose, il installe, il intimide pour faire valoir tout d'un coup le concept. L'être, le langage, l'être parlant. Celui de Deleuze, il accompagne, le souffle de Deleuze, il accompagne. C'est un souffle qui est empreint de beaucoup d'affect. Il veut embarquer son auditoire. C'est-à-dire, voilà, ce souffle, cette musique, elle va disparaître, hein, elle va s'éteindre, et nous faire s'éteindre. Hein, on va s'éteindre. Et il le dit avec une espèce d'affect dans la voix, qui est bien celui d'une invitation au voyage. Une sorte de mimétisme presque de la musique, un mimétisme de la pensée et de son référent. L'élan. Deleuze mime souvent une explosion ou une disparition. Hein. Il n'y a pas de démonstration ici. Pas de rhétorique démonstrative dans la voix de Deleuze. Pas non plus d'épiphanie conceptuelle comme dans la voix de Lacan. Hein. L'être. Non, mais plutôt une ligne de fuite qui correspond à sa manière philosophique. Donc, je disais, ce soir, je ne vais pas faire une analyse particulière sur une voix, mais simplement, je pense que de frotter ces voix différentes, ces voix pensives, permet d'approcher ce qui en elle fait monde, ou fait paysage, pour reprendre la notion de paysage sonore. La voix, elle est consubstantielle à la pensée. Ce que dit d'ailleurs un penseur, voyez, ce que dit par exemple Deleuze là, ne pourrait pas être dit avec la voix de Lacan ou la voix de Sartre. Hein, ce qui témoigne bien que de toute façon, il n'y a pas une pensée neutre qui pourrait être dite par différentes voix, comme par des voix d'acteurs. Hein. Il y a une texture de la voix, il y a une vocalité du texte qui décide de la pensée. Et ce n'est donc pas une question de subjectivation des idées. La voix n'exprime pas simplement un corps singulier qui serait « Ah bah tiens, il a la voix comme ci, il a... » Ce n'est pas simplement un timbre, parce que la voix incarne une position d'être, un rapport au monde, c'est-à-dire une manière de s'adresser, de convaincre, de prendre place justement dans un paysage sonore, de composer un paysage sonore. De même, elle implique une morale, particulièrement lorsqu'il s'agit de la voix magistrale comme celle qu'on vient d'écouter, avec le registre du professionnel du penseur, la voix du maître penseur. Roland Barthes, vous avez entendu un extrait de Roland Barthes qui parle du plaisir du texte. Roland Barthes n'aimait pas la situation professorale. Et lors des séminaires, justement, qu'il donne à un public de plus en plus nombreux, on entend dans sa voix une sorte de réticence. Elle ne cherche jamais l'effet. Elle ne cherche pas la frappe doctorale. Barthes avoue, dans un texte à propos de son séminaire à l'école pratique, il avoue que son idéal, ça serait
une atmosphère de fumeur de hashish. Il aimerait en quelque sorte qu'on puisse parler avec une voix qui flotte, avec une sorte de fumée de hashish. Tout est là mais qui flotte. Voilà son idéal. C'est-à-dire sans la rhétorique du savoir, sans l'imposition d'une voix du maître penseur. La parole se délivrerait du sens et de la loi. Et donc, on pourrait dire que toute l'oralité de Barthes, mais aussi son écriture, sont une résistance à la pulsion théorique, à la parole affirmative. Il refuse la théâtralisation, une théâtralisation comme celle de Jean Kelevitch aussi, et cette voix de Barthes dans les entretiens, les conférences, les séminaires, correspond à une pratique de la pensée qui prend ses distances à l'égard du savoir et de l'autorité. Cette élocution de Barthes, c'est aussi une posture d'énonciation qui se retrouve dans ses textes. Sa pensée déploie des thèses, certes, mais elle suspend toujours l'effet de vérité. Elle relève plutôt de l'essai, du papillonnage, de la touche. Mais au fond, qu'est-ce qu'on appelle une voix? Et c'est là où je voudrais terminer et conclure sur une question de définition. Puisque nous avons largement dépassé sa définition physiologique, les sons produits par les poumons et le larynx, les cordes vocales. Nous avons dépassé aussi sa définition musicale, qui serait la ligne mélodique. L'hypothèse la plus simple serait qu'un penseur, au fond, se définit comme une voix, par sa propre voix, mais ce n'est pas si simple, parce qu'on ne peut pas identifier cette voix, on ne peut pas la repérer. Ça supposerait en effet, si on disait ça, on dirait la voix de Barthes, la voix de Sartre, la voix de Lacan. Ça supposerait qu'une voix existe en tant que telle et qu'elle est singulière, qu'elle est singularisée par une personne comme un timbre. Que cette voix précisément se manifesterait dans ses composés verbaux, même à l'écrit. Mais cette hypothèse, même si elle est tenable, et certains la tiennent, présente l'inconvénient d'éliminer dans la voix tout ce qui est adventice, circonstanciel, social. Comme s'il y avait la voix naturelle, originelle, singulière, et puis de l'autre côté, le ton artificiel relevant du jeu et de la performance. Cette hypothèse a l'inconvénient, en fait, de confondre voix et style. Je proposerais plutôt l'idée qu'une voix est faite de composés qui viennent à la fois des acquis, par lesquels la voix s'est forgée physiologiquement, avec ses accents notamment, et qui fait que la voix ne se résume pas à un instrument permettant de s'exprimer ou d'exprimer une pensée, et de ces acquis qui viennent aussi d'une posture d'être au monde, maîtrisée ou non, par laquelle se dit quelque chose dans la pensée, d'à la fois singulier et de collectif, parce qu'il existe des codes d'expression et de communication qui la modèlent. Cette voix se manifeste à la fois dans la voix physique du parleur et dans la singularisation vocale de ses propos. Singularisation qui passe par quantité de codification, encore une fois, non choisies, parce qu'elles sont soumises au désir d'être entendues. Et si je veux être entendu, je suis obligé d'adapter ma voix à certains codes rhétoriques. Cette voix est donc aussi bien présente dans la voix parlée que dans la voix écrite. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut encore employer ce mot de voix. Je le fais provisoirement pour désigner ce qui serait sans doute trop simplifié par les termes de style ou même de manière. Mais la voix n'est pas le seul mode d'accès, et là je conclus en mode d'ouverture sur les prochaines séances du séminaire. La voix n'est pas le seul mode d'accès à la dimension auditive, acoustique de la pensée. C'est la plus évidente parce qu'elle permet de référer la pensée à un sujet pensant qui parle. Cependant, la pensée se compose aussi de bruits qui ne sont pas nécessairement humains, ou qui relèvent d'autres phénomènes que ceux de l'expression signifiante. Ce sont les souffles, les cris, les râles, qui sont aussi des bruits adventices, qui s'introduisent dans le paysage pensif, des sons animaux, des présences sonores venues de l'environnement, le vent dans les arbres, le sifflet d'un oiseau, l'aboiement d'un chien, le klaxon dans la rue, le craquement d'une allumette. Vous allez dire que je deviens un peu délirant. Vous doutez sans doute qu'ils aient la moindre importance, ces bruits-là, ou même qu'on puisse les entendre dans des textes aussi sérieux que ceux de la philosophie. Mais je pourrais vous montrer aisément que si on lit Platon, Montaigne, Descartes, Schopenhauer et Nietzsche, tous les bruits que je viens de citer sont présents. Je relèverai le défi si vous ne me croyez pas. Quantité de sons donc qui résonnent si on veut bien dresser les oreilles. Je vous propose donc d'enquêter sur ces bruits qui nous mèneront peut-être à travers
les différentes séances de ce séminaire à saisir des paysages sonores de la pensée. C'est du moins le mot sur lequel je terminerai aujourd'hui en forme d'ouverture, en espérant vos réactions et vos questions.